commençons la première partie du cours sur la culture. Grand 1, la culture modifie-t-elle la nature humaine? Qu'est-ce que la nature humaine tout d'abord? Qu'est-ce que c'est que la nature pour vous? La nature c'est dehors, oui, bah alors avec ça on est rendu. Oui. Tous les trucs qu'on a appris depuis le premier être humain, enfin depuis le premier être humain. La nature ce serait tout ce qu'on a acquis? Ah, la nature, c'est ce qui différencie Ah les non, animaux des humains. ce serait plutôt la culture. Non, moi la nature c'est ce qui englobe le monde. Attendez, chacun son tour. Pas vraiment, enfin, j'avais vu des vidéos qui parlaient du fait que le fait de réfléchir, enfin, tout est lié par rapport aux gens qui ont. J'aurais bien parlé. Le truc que les gens ont fait avant. Ah mais ça serait plutôt la culture, je pense, que la nature. Ouais. Mathis, Moi c'est ce qui englobe le monde. la nature c'est ce qui englobe le monde. Donc c'est le monde en fait. Ouais. Voilà. La Oui. nature, c'est ce qui différencie les humains des animaux. Les humains, ils ont de la culture, les animaux, ils ont de la nature. Ah oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, les animaux, comme en communication, ils ont que des gestes, ils ne peuvent pas avoir un millier de réponses. Et donc ça, c'est la nature, parce qu'en gros, c'est inné. Donc c'est tout ce qui s'opposerait à l'artifice en fait. Et ce qui serait inné. Voilà, c'est ça. Ok, là on se rapproche effectivement du sens auquel on peut se raccrocher. La nature, c'est le naturel, en tout cas, c'est ce qui relèverait de l'inné par opposition à l'acquis. C'est quoi le grand point déjà? La culture modifie-t-elle la nature humaine? Donc la nature, ce serait tout ce qui est inné par opposition à l'acquis, tout ce qui est spontané par opposition à ce qui est éduqué ou instruit. Ok, ça c'est peut-être un sens fondateur et fondamental de la nature humaine. Enfin, en tout cas de la nature, de l'idée de nature. C'est quoi la nature? La nature, c'est ce qui est spontané, c'est ce qui est inné. Ok. Quoi d'autre? Peut-être. La culture, c'est l'apprentissage. Non, non, la nature. Vraiment. On reste sur la nature. C'est ce qui est spontané, c'est ce qui est inné. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Inné, I, 2 N, E accent aigu. Quoi d'autre? Oui. La manière de réfléchir et l'ego, enfin, Non. ça fait pas partie de la nature humaine. Euh, Ok, je vois ce que vous voulez dire. Peut-être ce qui fait la spécificité de l'être humain. Ok. Donc, la nature, c'est ce qui fait, pour une espèce, son caractère spécifique, à savoir ce qui va la distinguer de toutes les autres espèces. La nature, c'est, on pourrait dire, la spécificité. Donc, le caractère particulier d'une espèce. Ok. Autre chose, peut-être? Ça fait mal. Autre chose. Oui, nature a une origine commune avec le verbe naître. On est avec la nature. On est avec une nature. Ouais, donc ce qui est naturel, ce qui est originel. Ok. Effectivement, autre sens de nature, la nature, c'est l'origine. C'est ce qui a trait à la naissance. Ok. C'est comme la culture, ça vient de cultura, ça veut dire cultiver. Comme parce que les hommes, au début du monde, cultivaient, du coup, ça désigne. Ouais, en gros, c'est ça, Paul. Mais bon, c'est pas tout à fait ça. Alors, la nature, ça vient de la forme future du verbe nascor en latin, et ça veut dire, ça renvoie à l'idée de naissance, à l'idée d'origine.
Et donc la question qu'on va se poser dans cette partie, c'est de savoir ce qui caractériserait la nature humaine. Question qu'on va donc se poser, est-ce qu'on peut analyser, c'est-à-dire séparer, distinguer ce qui est en nous spontané, inné, et ce qui est en nous acquis, ce qui est de l'ordre donc du naturel et du culturel. Autre question qu'on va se poser dans cette partie, est-ce qu'on peut savoir quelle est véritablement l'origine de l'espèce humaine? Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'espèce humaine? Qu'est-ce qui fait que l'être humain n'est pas un animal comme les autres? Oui. Alors justement, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir avec un auteur qui s'appelle Rousseau. Encore Rousseau, ouais. Pour le moment, je parle, on notera après, mais vous pouvez prendre des notes. À un moment, donc dans les années 1750, avant la Révolution française, 30 ans avant, 40 ans avant la Révolution française, on va poser à Rousseau la question de savoir d'où proviennent les inégalités sociales. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène bien connu des sociétés humaines que sont les inégalités? Et Rousseau va dire, mais en fait, pour se demander quelles sont les origines de l'inégalité, il faudrait qu'on se demande quelles sont les origines de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre de penseurs qui peuvent dire que l'humanité est naturellement inégalitaire, qu'il y a des inégalités naturelles entre les hommes. Et Rousseau va critiquer cette idée, et il va chercher donc à montrer quelle est l'origine des inégalités en cherchant à découvrir ce qu'était l'être humain à l'origine, à la naissance. Évidemment, c'est problématique de se poser la question dans ces termes, puisque est-ce qu'on peut remonter à notre origine? Non. Enfin, très difficilement, en tout cas au XVIIIe siècle, ça semble totalement impossible de savoir ce qu'était l'espèce humaine il y a des dizaines de milliers d'années. Alors, on va lire ensemble un texte qui est la préface, donc on pourrait dire l'origine, du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, texte de Rousseau, dans lequel Rousseau va chercher à comprendre le problème qui se pose à lui, à savoir le problème de la connaissance de nos origines. La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme, et j'ose dire que la seule inscription du temple de Delphes contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes. Qu'est-ce que ça signifie? Qui a joué à Assassin's Creed Odyssey? Personne. Genre. Celui-là, non. Ok. Bon, ça se passe en Grèce antique et si vous y jouiez ou si vous y aviez joué, vous auriez su ce que c'était que Delphes. Delphes, c'est une cité en Grèce, une cité sacrée, où se situait l'oracle d'Apollon, c'est-à-dire l'oracle qui permettait aux dirigeants des cités grecques de prendre des décisions sanctionnées par les dieux, c'est-à-dire bénies ou maudites par les dieux. Donc c'était en fait des prédictions que donnait une prêtresse qu'on appelait la Pythie. Et à Delphes, sur le temple, était inscrit une devise ou un proverbe, gnotis eoton en grec, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et ça va beaucoup intéresser Socrate. Socrate va en fait faire de cette inscription la devise de sa vie.
Qu'est-ce que ça veut dire pour un grec, connais-toi toi-même? Qu'est-ce que ça veut dire en particulier pour Socrate? Connais-toi toi-même, ça veut dire apprends à te connaître pour maîtriser tes pulsions, pour maîtriser tes passions. Autrement dit, connais-toi toi-même, ça veut dire deviens sage pour devenir le maître de toi-même et donc devenir libre. Ok. Pour Rousseau, connais-toi toi-même, ça veut dire fais une science de toi-même, c'est-à-dire fais une science de l'humanité, fais une science de l'homme. Et Rousseau nous dit, bah, il y avait plus de sagesse dans cette toute petite phrase connais-toi toi-même que dans tous les gros livres des moralistes, c'est-à-dire des gens qui ne font pas la morale, hein, mais qui étudient les mœurs des êtres humains, leur manière de vivre. La question c'est pourquoi il y avait plus de sagesse dans cette petite phrase que dans tous les gros livres. Je poursuis la lecture du texte. Aussi, je regarde le sujet de ce discours comme une des questions les plus intéressantes que la philosophie puisse poser, et malheureusement pour nous comme une des plus épineuses que les philosophes puissent résoudre. Cette question, c'est donc la question de l'origine des inégalités. Car comment connaître la source de l'inégalité parmi les hommes si l'on ne commence par les connaître eux-mêmes? Autrement dit, comment voulez-vous connaître l'origine des inégalités si vous ne connaissez pas ce que sont les hommes d'abord? Mais le problème, c'est comment l'homme peut-il se connaître lui-même? Quelle est la difficulté? Et comment l'homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l'a formé la nature, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle, et de démêler ce qu'il tient de son propre fond d'avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif? Que nous dit Rousseau? Rousseau nous dit, mais en fait, l'être humain, depuis des millénaires, a tellement changé, s'est tellement modifié sous l'effet du climat, sous l'effet de la faim, de la soif, sous l'effet des aléas de l'histoire, sous l'effet surtout et avant tout de la culture, sous l'effet de la manière dont il va se nourrir, se vêtir, euh, habiter la terre. Bref, nous sommes tellement loin de notre origine que nous ne pouvons plus la connaître. Est-ce que ça va ça? Paul, ça va? Ok. Allez, on se redresse un petit peu, on est dynamique, hein. Bon, Hamza, il est sur son téléphone, je ne sais pas ce qu'il fait. Robin, il pionce. Oh là là, vous allez vraiment vous faire mal un jour, hein, au front. Euh, semblable à la statue de Glaucus, que le temps, la mer et les orages avaient tellement défiguré qu'elle ressemblait moins à un dieu qu'à une bête féroce. Alors, qui était Glaucus? Glaucus était un dieu marin mineur qui était le dieu de la mer pour les Grecs ou pour les Romains. Poséidon ou Neptune, effectivement. Donc Poséidon, c'était un dieu, le dieu principal de la mer, mais il y avait d'autres petites divinités marines, dont Glaucus. Glaucus, comme tous les dieux de la mythologie grecque, a une, enfin sauf Athéna d'ailleurs, et Aphrodite, qui sont vierges, mais Glaucus a une libido surdéveloppée, il passe sa vie à courir après des nymphes, et à un moment, il va courir après la mauvaise nymphe, c'est-à-dire la nymphe que Poséidon convoite. Et Poséidon, pour le punir, va transformer sa chair en pierre. Il va le transformer en statue. Mais comme Glaucus est un dieu marin, euh, la statue de Glaucus va se trouver au bord de l'eau. Il va y avoir des vagues qui vont lui passer dessus. Il va y avoir du corail qui va s'incruster dans sa peau. Il va y avoir le vent qui va éroder et les courants marins qui vont éroder ses traits. Et au bout d'un moment, la statue de Glaucus ne ressemble plus à Glaucus. Elle ne ressemble plus à rien. Elle ressemble à un monstre où on ne parvient pas à discerner ce qui est l'effet de l'érosion, ce qui est l'effet du corail, et ce qu'était Glaucus à l'origine. Okay. Et que nous dit Rousseau? Rousseau nous dit l'être humain, c'est la même chose que Glaucus. On a tellement été modifié,
on s'est tellement transformé depuis l'origine de notre espèce qu'il est très difficile, il est impossible en fait, de discerner ce qu'il y a de naturel et ce qu'il y a de culturel chez nous, ce qu'il y a de spontané et ce qu'il y a d'artificiel chez nous. Semblable à la statue de Glaucus que le temps, la mer et les orages avaient tellement défiguré qu'elle ressemblait moins à un dieu qu'à une bête féroce, l'âme humaine altérée au sein de la société par mille causes sans cesse renaissantes, par l'acquisition d'une multitude de connaissances et d'erreurs, par les changements arrivés à la constitution des corps et par le choc continuel des passions, a, pour ainsi dire, changé d'apparence au point d'être presque méconnaissable, et l'on n'y retrouve plus, au lieu d'un être agissant toujours par des principes certains et invariables, au lieu de cette céleste et majestueuse simplicité dont son auteur l'avait empreinte, que le difforme contraste de la passion, qui croit raisonner, et de l'entendement en délire. Alors, Rousseau nous dit, c'est pas seulement nos corps qui ont été modifiés, c'est notre esprit, c'est notre âme. Euh, nous n'avons plus nous n'avons plus aucun moyen de savoir ce que c'était que d'être un homo habilis il y a des dizaines de milliers d'années. On ne pouvait pas savoir ce qu'était que la psychologie de nos ancêtres lointains, tout simplement parce que maintenant nous avons été tellement modifiés par la société, nous avons été tellement transformés par les interactions avec nos semblables, que nous n'avons plus aucun moyen de savoir ce que c'était que de vivre il y a des centaines de milliers d'années, proche de l'origine de notre espèce. Ça va pour tout le monde? Pas de questions? Ok. Alors, Rousseau fait un clin d'œil à un auteur célèbre du XVIIe siècle qui est Newton. Vous savez pourquoi Newton est célèbre? Ouais, la pomme, c'est quoi la pomme? C'est la loi de la gravité universelle. Alors, c'est pas la pomme, enfin, déjà, c'est une histoire, hein, c'est faux. Mais l'histoire, c'est la pomme et la lune. Donc, Newton se prend il est sous un pommier, il dort sous un pommier, il se prend une pomme sur la tête, il regarde le pommier, et au-dessus du pommier, il y a la lune, et il se dit, mais pourquoi je ne me prends pas la lune sur la tête? Okay. Et donc, évidemment, c'est apocryphe, c'est une histoire qui n'est pas vraie. C'est au fond l'histoire qui permet d'expliquer aux enfants la gravité. Pourquoi la pomme est-elle tombée et pas la lune? En réalité, est-ce que la lune tombe? Oui ou non? Bah si, la lune tombe. Elle tombe de manière circulaire tout le temps autour de la Terre. Okay. C'est un mouvement de chute gravitationnelle, mais à une telle distance, enfin, une distance suffisante en fait pour décrire une trajectoire circulaire orbitale autour de la Terre. Alors, il y a un texte qui est moins célèbre de Newton que c'est les principes, il me semble, de Newton. Il faut que je refasse une petite recherche sur Google, sur Wikipédia. Il me semble que ce sont les principes de la nature. Voilà, la philosophie de la nature et les principes de mathématiques. Mais il y a un autre livre qui est moins célèbre de Newton, qui est le système du monde. Qu'est-ce que le système du monde? Le système du monde, c'est un bouquin dans lequel Newton va chercher à expliquer la formation des planètes, la formation du Soleil, enfin des soleils, des étoiles, et la formation des systèmes solaires. Okay. Et comment va-t-il s'y prendre? Bah, tout simplement, la gravité. Et en particulier, il y a quelque chose qu'on ne parvenait pas à expliquer et que Newton va parvenir à expliquer, c'est pourquoi la Terre est sphérique. Pourquoi les planètes, de manière générale, sont des globes et non pas des carrés, non pas des pyramides, non pas des cubes, non pas des pyramides, mais des sphères. Pourquoi? Pourquoi c'est des sphères? Je vous pose la question.
Bah, vous le savez. Pourquoi la Terre est ronde? Oui, il y a un centre de gravité, et tout autour de ce centre de gravité, toute la matière va s'agglomérer sous forme de sphère, et strate après strate, hein, ça va finir par former un globe terrestre. Ok. Euh, voilà. Donc, nous dit, c'est pour ça que vous avez, enfin, voilà, que les océans ne perturbent pas la forme sphérique de la planète. Ok. Les océans suivent la courbe de la sphère planétaire. Ok. Donc en fait, ce qui va fasciner les gens de l'époque de Newton et ses successeurs, c'est que Newton arrive à expliquer des phénomènes extraordinairement complexes à partir de lois qui sont très simples. Et encore, ce phénomène de terraformation, c'est pas un phénomène si complexe que ça à expliquer. En revanche, comment expliquer pourquoi il y a des cultures aussi diverses? Pourquoi il y a des inégalités sociales? Pourquoi un individu est si différent d'un autre? Ça, c'est extraordinairement complexe, et Rousseau va chercher à expliquer, à l'aide de principes simples, cette différenciation, cette distinction des êtres humains les uns par rapport aux autres. Mais il y a un problème. Alors, je lis, il y a toujours un problème. Je lis ce paragraphe et je voudrais voir, je veux voir si vous arrivez à le comprendre. Ce qu'il y a de plus cruel encore, c'est que tous les progrès de l'espèce humaine l'éloignant sans cesse de son état primitif, plus nous articulons, pardon, plus nous accumulons de nouvelles connaissances, et plus nous nous ôtons les moyens d'acquérir la plus importante de toutes, et que c'est en un sens à force d'étudier l'homme que nous nous sommes mis hors d'état de le connaître. C'est à force d'étudier l'homme que nous nous sommes mis hors d'état de le connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, faites un effort. Je relis la phrase, lentement. Ce qu'il y a de plus cruel encore, c'est que tous les progrès de l'espèce humaine, l'éloignant sans cesse de son état primitif, plus nous accumulons de nouvelles connaissances, et plus nous nous ôtons les moyens d'acquérir la plus importante de toutes, et que c'est en un sens, à force d'étudier l'homme, que nous nous sommes mis hors d'état de le connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui, qu'est-ce que fait la science? Que fait la science dans l'histoire? Oui, elle progresse. Qu'est-ce que c'est qu'un progrès? C'est plus qu'un changement. C'est le fait de... Non. Ouais, ok, d'accord, mais qu'est-ce qui caractérise... Comment on sait qu'on a progressé? Oui, par rapport à quoi? Avant, très bien. Autrement dit, un progrès, c'est un éloignement par rapport à un point de départ, par rapport à une origine. Donc en fait, plus la science progresse, plus nous nous éloignons de notre origine. Ok. Or, qu'est-ce qu'on veut connaître? Notre origine. Donc en fait, plus la science progresse, plus il va être difficile de connaître notre origine, puisqu'on va s'en éloigner de plus en plus, à force de progrès. Ok. Ça va pour tout le monde? Ok. Petite synthèse là-dessus. Petite synthèse là-dessus. Donc, ouais, vous allez noter. Enfin, il reste combien de temps là? 20 minutes? Même pas? 20, 25? Bon, très bien. Alors, dans l'essai, sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Dans l'essai sur l'origine et les fondements
de l'inégalité parmi les hommes Rousseau se pose la question de savoir s'il est possible de connaître la nature humaine. Il se pose la question de savoir s'il est possible de connaître la nature humaine. Or, cette connaissance semble d'emblée problématique. Cette connaissance semble d'emblée problématique. D'-E-M-B-L-E accent aigu E. Problématique, ouais, tout à fait. Alors, nous avons tellement changé depuis l'origine de notre espèce qu'il est devenu impossible de discerner ce qui est naturel et ce qui est culturel chez l'être humain. Entre parenthèses, mythe, M-I-T-H-E, de la statue de Glaucus. M-Y, pardon, T-H-E. M-Y-T-H-E. Mythe de la statue de Glaucus. De Glaucus. G-L-A-U-C-U-S. En outre, plus nous progressons dans nos connaissances, plus nous nous éloignons de notre origine, plus nous nous éloignons de notre origine. Et moins nous pouvons la connaître.
Voilà, on va arrêter de noter. Et je reprends en fait le raisonnement de Rousseau. Le raisonnement de Rousseau consiste à dire que on ne peut pas analyser, on peut difficilement analyser ce qu'il y a de naturel et ce qu'il y a de culturel chez l'être humain. Je prendrai des exemples très précis la prochaine fois. Pourquoi est-ce que c'est très compliqué? Parce que nous sommes tellement influencés par la culture, nous avons été tellement modifiés qu'au fond, il est très très difficile, si vous voulez, de faire la part des choses en l'être humain entre ce qui relève de la culture et ce qui relève du naturel. Alors, comment s'y prendre du coup pour savoir ce qui est naturel? Rousseau va dire la chose suivante: plutôt que d'essayer d'accumuler des connaissances, il faudrait au contraire en retirer. Il faudrait, plutôt que de procéder par addition, procéder par soustraction. Et à ce moment-là, on pourrait effectivement se demander si on n'a pas trouvé ce que c'était que la nature humaine. Alors, Rousseau va faire la liste de toutes les capacités humaines qui sont nécessaires pour vivre en société, et il va tout simplement les supprimer. Il va les supprimer en disant un être humain à l'état de nature n'en avait pas besoin, et donc très probablement il ne les avait pas. Il ne possédait pas ces facultés. Alors, quel est le problème à partir de ce moment-là? Qu'est-ce que nous sommes? Quelles sont nos facultés? Quelles sont nos capacités à nous en ce moment? La réflexion. Est-ce que l'être humain à l'état de nature était doué de réflexion, était doué de rationalité? Non. Une conscience de quel genre? Morale? Le bien et le mal? Par exemple, avant, on savait pas que si on tombait de haut, bah, ça pouvait faire mal. On s'en doutait quand même. Bah, si on savait pas. Hmm, c'est une sorte d'instinct quand même de ne pas se précipiter dans le vide, même chez l'enfant. Ou plus chez les cheveux. Oui, alors ça effectivement, l'être humain avait a acquis un certain nombre de connaissances, on va dire de bon sens, que l'être humain à l'état de nature n'avait probablement pas. Ok. Et comme. Le langage. Le langage sert à communiquer, donc ça sert à vivre en société. À l'état de nature, l'être humain ne vit pas en société, donc il ne parle pas. L'écriture. L'écriture, pareil. Ouais. Si on a appris qu'on pouvait se noyer dans l'eau, c'est que. C'est qui le premier qui a compris qu'on pouvait pas respirer dans l'eau? Oh, je pense qu'on comprend ça assez vite en fait, hein. Même un enfant comprend ça. L'histoire, forcément, c'est lycée. Oui, enfin, il se noie ou alors il s'en sort si vous voulez. Il fait attention de ne pas aller dans l'eau. Lycée, c'est Oui. comme ceux qui ont appris que la Terre était ronde. C'est pareil, au début, ils ne savaient pas que la Terre Oui, était tout à ronde. fait. Il y a un certain nombre de connaissances scientifiques qu'on n'avait pas à l'état de nature, c'est certain. C'est certain. Mais en gros, toutes nos facultés passent à la trappe. Au fond, ce que dit Rousseau, c'est que tout ce qui concerne l'entendement, l'intelligence, la raison, le langage, la sensibilité aussi, l'amour, la haine, tout ça, ce sont des facultés ce sont des sentiments qui se développent dans la société et qui ne se développent pas dans la nature. Tout ça, ça disparaît. Tout ça, on supprime. Qu'est-ce qui va rester à l'être humain? Au fond, il va rester trois choses. Trois, non pas facultés, mais trois forces. La première des forces, c'est ce que Rousseau appelle l'amour de soi. L'amour de soi, c'est ce qui nous pousse à survivre et à fuir la douleur. Et je vais vous couper les pieds. C'est ce qui nous pousse à survivre, c'est ce qui nous pousse à fuir la douleur. C'est ce qui pousse Robin, par exemple, à pioncer régulièrement. On n'aime pas se faire du mal, quoi. Paul, pareil. Mais est-ce que je suis comme ça, moi? Est-ce que je suis comme ça? Ouais, vous êtes vachement concentré là.
Donc, l'amour de soi, c'est le fait de rechercher son propre intérêt, non pas par égoïsme, mais simplement pour survivre et pour fuir la douleur. Deuxième force qui anime l'être humain, dit Rousseau, c'est la pitié. Qu'est-ce que c'est que la pitié? La pitié, ce n'est pas l'empathie, ce n'est pas la sympathie, ce n'est pas ce qui nous pousse à aller vers l'autre, dit Rousseau, c'est ce qui nous pousse à euh, trouver le spectacle de la souffrance repoussant. Nous n'aimons pas, naturellement, nous n'aimons pas voir souffrir. Et Rousseau pense que la cruauté, le sadisme, alors ça ne plaît pas le sadisme à l'époque, puisque Sade est un contemporain de Rousseau, mais ce que nous appelons le sadisme, c'est-à-dire le plaisir à faire souffrir, pour Rousseau, c'est quelque chose qui n'existe que dans la société, qui n'existe pas à l'état naturel. Et le troisième point, c'est ce que Rousseau appelle la perfectibilité. La perfectibilité, c'est peut-être le propre de l'homme, c'est cette faculté de l'être humain à acquérir de nouvelles aptitudes. Mais au fond, c'est une faculté qui est, c'est une plasticité qui n'est pas déterminée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que l'être humain peut devenir encore, puisqu'il a cette faculté de perfectibilité qui lui permet de se modifier en permanence. Alors, à quoi ressemble la vie de l'être humain à l'état de nature, nous dit Rousseau? C'est une vie qui est extraordinairement solitaire. Hein. Quand on se réunit avec nos semblables, c'est pour satisfaire de bas besoins sexuels. Mais nous, messieurs, nous ne restons pas très longtemps, nous dit Rousseau, pour nous occuper des petits. Nous repartons une fois que nous avons fait ce que nous avions à faire. Hein. Et les femmes, d'ailleurs, n'ont pas beaucoup plus d'attachement pour leurs petits que, je ne sais pas moi, une ours pour ses oursons. C'est-à-dire que ça va bien au début, si vous voulez, et le plus rapidement possible, dit Rousseau, il n'y a pas de sentiment filial, il n'y a pas de sentiment amoureux à l'état de nature. Il n'y a pas de cruauté non plus, mais il y a de la violence. C'est-à-dire que quand il faut se défendre, on se défend. Quand il faut tuer, on tue. On dort beaucoup, donc ça plairait à Robin. On essaie de manger à sa faim. Et globalement, c'est tout. Rousseau va dire la chose suivante, l'être humain à l'état de nature, il est nul et il est bon. Il est nul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est incapable euh, de progrès. Enfin, il n'est pas incapable, mais simplement il ne progresse pas. Et il est bon, c'est-à-dire que il n'est pas vicieux, quoi. Il est naturel. On dirait, il est nature. C'est-à-dire que quand il faut tuer, il tue, mais sans plaisir, sans jouissance particulière. Il n'est pas vicieux. Okay. Il n'est pas particulièrement courageux, il n'est pas particulièrement vertueux, mais il n'est pas mauvais. Au fond, il est bon parce qu'il n'est pas mauvais, et il n'est pas vertueux parce qu'il n'est pas encore, il ne peut pas encore être perverti par la société. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va. Ok. Alors, petite synthèse là-dessus. Pour savoir ce qu'est l'être humain à l'état de nature, il faut faire preuve d'imagination. Ça, c'est très important à comprendre. Il faut faire preuve d'imagination, pardon. Ce qu'est l'être humain à l'état de nature, il faut faire preuve d'imagination. Il faut soustraire toutes les facultés que nous avons acquises grâce à la société.
grâce à la société. Autrement dit, la raison, la sensibilité, ou plutôt la sentimentalité, le langage, toutes nos connaissances acquises n'ont pas leur place dans la nature. Que reste-t-il? Que reste-t-il? À la fois beaucoup de choses et peu de choses. Un être humain qui est animé par... Oui, que reste-t-il? Un être humain qui est animé par deux forces. L'amour de soi, deux forces. L'amour de soi qui pousse l'être humain à survivre et à fuir la douleur, à survivre et à fuir la douleur, et la pitié qui pousse l'être humain à fuir le spectacle de la souffrance. Au fond, la pitié, c'est une force qui est dérivée de l'amour de soi, parce que la souffrance que je ne veux pas ressentir moi-même dans l'amour de soi, je ne veux pas la voir non plus chez les autres. La souffrance, autrement dit la souffrance d'autrui, pas sa propre souffrance évidemment. Oui. Si, tout à fait, la perfectibilité. Mais c'est pas une force, c'est une possibilité. L'être humain est également, dit Rousseau, perfectible. C'est-à-dire plastique, au sens propre du terme. Il est plastique, c'est-à-dire qu'il peut se modifier, il peut prendre toutes les formes. L'être humain est également perfectible, c'est-à-dire essentiellement plastique. Rousseau dit, en gros, cette plasticité, c'est une faculté de mimétisme, c'est-à-dire d'imitation, particulièrement développée chez l'être humain. L'être humain va observer les animaux qui sont autour de lui et s'inspirer, en fait, de ces animaux pour pallier certaines faiblesses congénitales à l'être humain. L'être humain ne court pas très vite, l'être humain ne court pas très haut, l'être humain a peu de poils par rapport à d'autres animaux. Et donc, l'être humain va imiter ces animaux pour, de proie, devenir prédateur. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Eh bien, je vous libère. Allez en paix. Et on se retrouve quand? Bah non, dans 15 jours, du coup. Bonnes vacances. Non, je rigole. En revanche, je ne mettrai pas les vidéos, et ça, il faudra le dire à vos camarades éventuellement. Je ne mettrai pas la vidéo en ligne mercredi après-midi ou jeudi matin, mais seulement vendredi soir ou samedi matin. Je rentre pas à Paris cette semaine, avant le week-end.